Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Becbédé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au Parvis de Pau à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, donc Un barrage contre l'Atlantique. C'est un livre que vous avez écrit au Cap Ferret. Le titre y fait référence d'ailleurs. Et notamment dans ce livre, il y a un fil directeur, Benoît Barterotte, qui justement se bat au Cap Ferret contre les eaux qui envahissent. Qui c'est pour vous, Benoît Barterotte? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi c'est le fil directeur de votre livre? En fait, c'est une ancienne fiancée qui me l'a présenté il y a 20 ans. Et tout de suite, je me suis dit, ce type est un personnage de roman. Il a un destin assez original. C'était un styliste dans la mode qui a tout plaqué et revendu sa société pour s'installer à la pointe du Cap Ferret. À l'époque, c'était une sorte de décharge municipale. Il y avait des pneus et des voitures abandonnées à la pointe du Cap Ferret. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Et il s'est mis à défendre ce lieu puisqu'il était annoncé comme inondable ou submergeable par l'État français. Donc lui, il a jeté des cailloux dans la mer depuis 1985. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il continue tous les jours. Et c'est cette idée d'un homme qui se bat contre l'océan, ça me paraissait très poétique, très beau. Et surtout, ça symbolise un peu notre situation aujourd'hui en tant qu'espèce. Ouais, justement, un peu de façon inespérée. Justement, votre titre, il fait aussi référence à Un barrage contre le Pacifique de Duras. Il y a plein de choses qui se ressemblent. C'est autobiographique, c'est des souvenirs de jeunesse. Il y a ce côté justement du personnage qui se bat contre des eaux qui l'envahissent un petit peu. Oui. Ce livre-là, vous vous en êtes inspiré? C'est quoi? C'est une référence? C'est un hommage à Duras? Alors, bien sûr, je ne comprenais pas très bien Marguerite Duras pendant très longtemps. J'ai écrit des choses épouvantables sur elle. Et c'est vrai qu'il y a des livres qui me semblent trop répétitifs, où je sens qu'elle recherche quelque chose d'un peu hermétique pour moi. Mais ce n'est pas le cas d'Un barrage contre le Pacifique, qui est, à mon goût, son meilleur roman, qui a d'ailleurs failli avoir le prix Goncourt. Elle l'a eu bien après pour L'Amant, mais elle était finaliste aussi, pour celui-là. Et c'est un très très beau livre sur sa mère, sur, l'être humain face aux éléments. Peut-être que c'est aussi une métaphore du colonialisme. Elle voulait sans doute montrer que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas greffer une population dans un endroit qui n'est pas le sien. Et ce combat de sa mère contre le Pacifique, c'est un combat impossible. Là, dans le cas du mien, du barrage contre l'Atlantique, c'est un combat qui, pour l'instant, est remporté, il faut le dire. C'est-à-dire que le Cap Ferret existe toujours, il n'est pas submergé, ça tient. Et donc, c'est simplement un homme tout seul, sans aucune aide de l'État ni rien, qui a réussi à sauvegarder un territoire. Et je me dis, pour nous, les écrivains, c'est un exemple, ce genre de type, parce que nous, on veut se battre contre la mort, contre l'oubli, contre la disparition de la culture ou de la littérature. Et voilà, j'ai besoin, moi, d'être émerveillé, en fait, quand j'écrit. Vous avez eu son retour ou un retour? Il a lu ce livre? Alors, il dit qu'il l'a pas lu. Benoît, il est assez spécial. Hein. Il dit qu'il a perdu ses lunettes et qu'il n'arrive pas à le lire. Mais je pense qu'il en a entendu parler et que... Bon, il y a des choses qui lui déplaisent parce que je dis qu'il est fou. Et comme tous les fous, il ne sait pas qu'il est fou. Mais non, mais c'est quand même principalement un hommage et c'est rigolo de se retrouver dans un roman. D'ailleurs, c'est pas la première fois, il y a eu d'autres écrivains qui ont parlé de lui. C'est tellement inouï ce qu'il fait que il ressemble un peu à un mélange de Don Quichotte et de Sisyphe, si vous voulez, avec son rocher qui roule son rocher en haut de la Interminable. colline. Interminablement tous les jours, oui. Et justement, votre livre, il est construit un peu d'une façon spécifique. Au début, c'est des phrases qui sont détachées, avec des espaces. À la fin, plus du tout. Pourquoi c'était volontaire? Comment on écrit un livre? C'est toujours assez bizarre. Alors, est-ce que c'est volontaire? Bon, à un moment, je me suis dit, je n'arrivais pas à écrire autre chose qu'une phrase par jour.
des phrases éloignées, espacées les unes des autres. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'essayer de concurrencer les SMS, de vaincre Twitter. Oui, parce que justement, vous dites qu'il est crucial de réinventer notre façon d'écrire si nous ne voulons pas que la littérature disparaisse. Et vous dites même que justement, le romancier d'aujourd'hui ne se bat pas que contre ses concurrents, mais aussi contre les emails, les SMS, tout ça. Oui, parce que c'est du temps qui nous est pris, qui est pris à la lecture de livres. Donc, les livres, ils ont toujours eu cette question, quelle est la forme que je dois prendre, comment est-ce qu'il faut raconter une histoire. Est-ce qu'on doit raconter une histoire comme Balzac aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut essayer de chercher des formes originales. Donc là, il y avait une situation où j'étais de grande déprime, hein, parce que c'était en plein confinement, tout était fermé, la vie sociale était interdite. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, progressivement, j'avais envie que les phrases se rapprochent et que l'histoire prenne comme un engrenage. On se retrouve, voilà, on lit des phrases plus ou moins rigolotes ou disparates. Et puis, il y a quelque chose qui se met en route. Et en fait, c'est tout simplement ce qui nous arrive tout le temps dans notre cerveau. Puisque là, je vous vois, je vous regarde et je sais que vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Vous pensez à la question suivante. Exactement. Mais vous dites aussi quand à est-ce votre réponse aussi. Oui, vous demandez quand est-ce qu'il va la fermer pour que je puisse en placer une. Est-ce que la caméra me filme correctement et qu'est-ce que je fous là et pourquoi j'ai accepté cette mission impossible d'interviewer un type qui en plus est avachi dans un canapé en train de boire du vin rouge. Donc tout ça se bouscule dans votre tête et c'est ce que j'ai voulu vraiment, sérieusement, retranscrire dans le livre. Ce livre, c'est tout ce qui me passe par la tête et ma tête est comme un grenier en désordre. C'est un bloc-notes où vous avez noté plein de phrases. C'est au début comme ça. Après, ça devient, et après, ça se construit de voilà, plus en plus. Voilà. Et c'est là où vous parlez, justement, il y a beaucoup de souvenirs de jeunesse, mais il y a aussi pas mal de références à aujourd'hui. Et il y a une phrase qui est intéressante où vous dites... Il y en a une seule dans le livre. Il y en a, en tout cas, pour cette question-là, j'en ai retenu une. Merci beaucoup. Orwell s'est trompé. En 1984, on était libre. C'est maintenant qu'on ne l'est plus. Oui. Ça, vous l'écrivez en plein confinement. Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est plus libre ou moins libre qu'avant ? En tout cas, vous savez, George Orwell, il a voulu faire un livre pour dénoncer le totalitarisme. Et pour choisir son titre, il a pris l'année où il l'a publié, 1948. Donc, il a inversé les deux derniers chiffres. Ça faisait 84. Bon, pourquoi pas ? À l'époque, c'était un titre qui sonnait sûrement comme un futur incroyable, très sombre. Et puis, en 84, je suis désolé, c'était une période de grande liberté. C'est la période où, en France, Mitterrand était au pouvoir, il a libéré les radios, puis ensuite les télés, tous les journaux, plein de magazines se créaient, il y avait Canal+, qui a été créé. Moi, j'ai créé le Cacas Club cette année-là, donc je me suis beaucoup amusé. J'ai l'impression qu'il s'est trompé de date. La vraie date, c'était 2020. 2020, c'est une année où toutes les libertés publiques ont été suspendues, dans le monde entier, hein, quasiment, pour nous protéger contre une menace qui n'était pas une si grande menace que ça. On le voit aujourd'hui, il y a des menaces bien pires, hein, tout près d'ici. Donc, voilà, je parle de la liberté dans ce livre, parce que j'ai grandi, moi, en voyant mes parents se libérer, dans les années 60 et 70. Je suis né en 1965. Mes parents, leur liberté, elle a augmenté, vraiment. Moi, pas. Moi, ma liberté, elle n'a fait que diminuer toute ma vie. Donc, je suis jaloux de mes parents. Ça fait peur aussi peut-être pour les enfants, la génération future. Vous parlez de vos enfants aussi dans le livre, un petit peu. Vous vous inquiétez. Oui. Là, je pense que votre génération est beaucoup plus protégée, donc susceptible, douillette, inquiète que la mienne. La mienne, on a été un peu comme des dommages collatéraux. Les parents ne décidaient pas forcément d'avoir des enfants, d'abord. Ils arrivaient, les enfants, voilà. Et puis, on se débrouillait. Et puis, en même temps, ils avaient envie de s'amuser et pas forcément de s'occuper de nous. Et est-ce que les dommages collatéraux, justement, notre génération ne va pas les avoir aussi ? Parce que le Covid, tout ça... Ah oui, vous avez eu votre jeunesse foutue en l'air, ça c'est clair. Et le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Dont vous parlez aussi un petit peu, je pense vous posez la question. Ma génération a été prise entre deux feux. Il y a eu d'un côté nos parents, les boomers, qui en gros, après la guerre, avaient qu'une envie, c'était consommer.
Et puis la génération d'après qui est un peu plus morale, et à juste titre, qui s'énerve, qui s'énerve un peu contre les rigolos d'avant. C'est une façon de, pas régler vos comptes, mais de clarifier ou de faire le point, de faire le tri peut-être aussi dans votre tête, ce livre, Oui, bien sûr. sur les souvenirs de jeunesse. Évidemment, mais je pense que c'est la mission de tous les livres, d'essayer de savoir pourquoi on écrit, qui l'on est, qu'est-ce qu'on fait là, et d'essayer de capter quelques instants de grâce, de beauté, de vérité, de dire des choses qui soient émouvantes, drôles ou tristes. J'espère qu'il y a les deux. Et puis, du point de vue générationnel, c'est vrai que c'est bien de clarifier et de dire, non, moi je suis pas un boomer, je suis désolé, je suis pas né dans les années 40, je suis né moi en pleine libération. Mais est-ce qu'il y a un boomer, c'est J'étais quelqu'un un qui est né enfant. dans les années 40? Les Ou est-ce que boomers, c'est pas les- juste quelqu'un qui est dépassé par son temps, en quelque sorte? Ah, c'est comme ça que vous le voyez. Moi, d'accord. Alors moi, j'essayais de m'extraire de ça. D'accord. Et vous vouliez m'y inclure. Non, Mais ça me dérange je pas. pose juste la question. Non, non, ça me dérange pas. Et c'est exact en plus. Je suis dépassé. Je suis pas sur Instagram, je suis pas sur les réseaux sociaux, je comprends rien à tout ça. J'écris des Et livres. pourtant, le début de votre livre est complètement... c'est vraiment des phrases très courtes, comme il y a sur les réseaux sociaux, comme ce qu'on voit de plus en plus au final. Peut-être que j'ai voulu, encore une fois, vaincre Mark Zuckerberg sur son terrain. Et ça a marché avec ma fille. Ma fille aînée, elle doit avoir à peu près votre âge, et elle l'a lu en une journée, ce qui n'était jamais arrivé avec les livres précédents. Donc peut-être que la respiration, avec ces phrases, c'est moins angoissant, moins intimidant que Guerre et paix. Ça donne plus envie peut-être de rentrer dans le récit. C'est aussi nettement inférieur à Tolstoï. Je préfère prévenir J'ai pas les lu lecteurs. Guerre et paix, je pourrais pas faire la comparaison. Vous êtes béarnais, votre nom de famille est béarnais, vous avez des attaches. Enfin, est-ce que vous en avez encore? Oui. Il y a quelque temps, vous aviez des parts à la Villa Navarre à Oui. Pau. Mhm. Est-ce que vous y revenez, Bien vous qui sûr. êtes sur le Pays Basque, sur la côte basque? Oui, bien sûr, bien sûr. Je me sens bien ici. Je suis à la Villa Navarre ce soir. J'ai pas mal d'amis. Je viens souvent. J'ai la chance de faire une petite rencontre ici au Parvis, et ensuite on va boire un verre à la Villa Navarre avec des copains, et peut-être on ira au Durango après. Je vous y convie si vous n'êtes pas fatigué, mais vous le serez beaucoup le lendemain. Après l'écriture de l'article. Voilà, exactement. Ouais, merci beaucoup, Merci Frédéric beaucoup. Becbédé. Merci.